Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous démarrons sur une note de tristesse. Il s'agit de la disparition du professeur Ratanga Atos, historien gabonais qui a tiré sa révérence, connu pour sa verve et son expertise en matière d'histoire contemporaine. Le professeur Ratanga Atos Ange Xavier est décédé ce lundi 2 juillet à Libreville à l'âge de 75 ans. Une disparition qui constitue un véritable coup dur pour le monde universitaire qui se retrouve à nouveau endeuillé. Je vous invite à suivre ce bref récit concocté par notre rédaction sur l'illustre disparu. Le crucifié qui est venu faire de nous des frères et des sœurs. Professeur d'histoire contemporaine à l'université Omar Bongo, Ange-François Xavier Ratanga Atos était né le 3 décembre 1943 à Port-Gentil. Cet intellectuel s'est érigé comme une personnalité incontournable dans la connaissance de l'histoire du pays. Titulaire d'un doctorat ès-lettres, il a écrit entre autres Introduction à l'histoire générale du Gabon, Les peuples du Gabon occidental, tome 1, Le cadre traditionnel. Il s'apprêtait à publier avant sa mort en août prochain un nouveau livre sur l'histoire générale du pays. Par ailleurs, le professeur Ratanga a pendant 10 ans dirigé le Centre universitaire des sciences politiques, lequel a formé la quasi-totalité des journalistes gabonais. Décédé lundi soir à Libreville suite à une baisse de tension artérielle selon une source familiale contactée par notre rédaction, cette énième disparition dans le monde universitaire plonge à nouveau celui-ci dans le deuil. Au cours de nos prochaines éditions d'information, nous aurons des témoignages de quelques personnes ayant bien évidemment côtoyé l'homme. Rien à voir avec ceux qui précèdent. Allons-y cette fois-ci à Port-Gentil, notamment au lycée technique Jean-Fidèle Otando. Là-bas, les membres du jury du brevet de technicien session 2018 s'attellent déjà à donner les résultats du premier tour au terme de cet examen. Média Plus pour le reportage. C'est une séance de travail qui a réuni la présidente du centre d'examen, ses homologues membres du jury et de l'organisation au lycée technique Jean-Fidèle Otando. Le but de celle-ci étant de procéder à la délibération des résultats du premier groupe d'épreuves du brevet de technicien session 2018. Moment opportun pendant lequel le président du jury tenait à rappeler à l'opinion les mesures relatives à l'obtention de ce sésame de fin de cycle de l'enseignement technique. Pour être admis au premier tour, le candidat doit avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, une moyenne aux épreuves professionnelles supérieure ou égale à 12 sur 20 et une moyenne en entreprise est supérieure égale à 12 sur 20. C'est un premier tour du BT session 2018 qui donne lieu aux résultats satisfaisants. On peut retenir globalement que c'est des résultats partiels d'abord, puisqu'il y a des admissibles. Bon, il y a l'option froid climatisation qui a eu 100% d'admis au premier tour. On a eu l'occasion de féliciter des enseignants. Maintenant, pour les maintenance moteur diesel, sur 16 candidats, il y a eu 6 admis d'office et 10 qui sont admis à passer les épreuves du second tour. Cette séance de délibération aura permis, entre autres, à la responsable du centre d'examen d'encourager les examinateurs. Je demanderai tout simplement à ces enseignants qui interviendront pour le second tour. Nous avons statué sur le cas des critères d'admission. Et je vous demande, vous avez été objectif, cela prouve que vous faites du travail très sérieux. Et je demanderai à ce que ceux-là qui participeront au second tour de faire la même chose, de noter avec objectivité. Il faudrait qu'on ne dise pas que nos diplômes sont des diplômes maison. Le second tour du brevet de technicien session 2018 devra être engagé lundi prochain à l'issue de la publication officielle des résultats du premier tour, au cours de laquelle nombreux candidats admis n'ont pas manqué de manifester leur joie. Les méthodes d'évaluation dans les établissements relevant du secteur privé dans la capitale économique en question dans ce journal, à ce qui semble responsable et enseignant de ces écoles
font du bourrage dans la notation des élèves, augmentant ainsi leur taux de réussite. Retrouvons à nouveau nos confrères de Média Plus dans ce reportage. Au centre de plusieurs polémiques dans la capitale économique, notamment auprès des parents d'élèves, mais aussi des encadreurs pédagogiques du secteur public, les méthodes d'évaluation dans les écoles privées de la capitale économique suscitent de nombreux doutes. En effet, les enseignants de ces structures sont soupçonnés de souvent attribuer des notes fallacieuses à leurs apprenants afin d'augmenter leur taux de réussite. Certains parents d'élèves, moyennant parfois des sommes d'argent ou des présents de valeur pour influencer ce choix. Si certains enseignants démentent ces accusations, aucune preuve réfutable n'a non plus été présentée. Une situation qui a donné lieu depuis quelques mois à une atmosphère quelque peu délétère, la tutelle estimant que cette façon de faire reste anti-pédagogique. Certes, il est vrai que les établissements du secteur privé de l'éducation soulagent de façon non négligeable le secteur public, qui souffre d'un grand déficit en matière de structures d'accueil, s'asphyxiant au fil des années scolaires par la recrudescence du phénomène des effectifs pléthoriques. Toutefois, des interrogations demeurent, parmi lesquelles celle de savoir pourquoi, au-delà de la rigueur observée lors de la correction des examens nationaux, des mesures disciplinaires visant à éradiquer ces agissements n'ont toujours pas été appliquées. Une question qui, jusqu'à ce jour, reste encore sans réponse. Éthique et déontologie, le comportement de l'étudiant au sein d'un campus universitaire. C'était le thème de la conférence débat organisée à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation. Je vous invite à présent à suivre quelques conférenciers au sortir de cet échange. Ils sont au micro d'Inès Bunga Mombo. Le cadre du séminaire qui nous occupe ce matin, qui concerne le comportement de l'étudiant en milieu académique et estudiantin, nous avons, avec la mutuelle et sous le contrôle de la direction générale, souhaité faire intervenir plusieurs professionnels, des professeurs de l'université, des sociologues, sur la question, pour essayer de modifier nos étudiants qui, au sortir d'ici, sont appelés à affronter le monde professionnel. Ce matin, à l'invitation de la mutuelle des étudiants, leur présenter une notion qui est courante, mais qui malheureusement, je pense, n'est pas bien connue, la République. La présentation que j'ai faite naturellement est axée sur le management public. J'ai voulu leur faire entrer, les faire entrer dans le management public à travers la porte de la République. Parce que comme je leur disais, au cœur de la République, il y a la notion de gestion des affaires publiques. Maintenant, comment ces affaires sont gérées, dans quel but, c'est un peu ces choses que nous avons abordées. Mais de manière très générale, on n'est pas venu sur le cas précis du Gabon, parce que je ne pense pas que c'était ça l'objet. L'objet, c'était d'abord de leur présenter un concept général qu'ils peuvent ensuite adapter à différentes situations. Parce que la situation des pays n'est pas exactement la même, d'où d'ailleurs la République n'est pas exactement la même dans tous les pays. Quand bien même les gens pourraient s'inscrire dans un type de république, mais lorsque vous passez d'un pays à un autre, ce n'est pas toujours la même chose. Au moment où certaines voix s'élèvent contre les récentes mesures d'austérité prises par le gouvernement, le Parti démocratique gabonais, à travers une déclaration lue par un de ses porte-paroles, demande à l'ensemble des Gabonais d'adhérer à cet ensemble d'engagements pris par le président de la République en privilégiant bien évidemment l'intérêt général. Pierre Parfait, Badikou. Monté au créneau du Parti démocratique gabonais suite aux récentes mesures d'austérité prises par le gouvernement. Au cours d'une déclaration faite à son siège de lui, élu par l'un de ses porte-paroles,
Le parti au pouvoir a souligné dans quel contexte ces mesures ont été prises. Au regard de la crise internationale et de son impact dans plusieurs pays, y compris le Gabon, il est en effet inévitable d'accélérer les réformes nécessaires au redressement économique de la situation. C'est pourquoi, garant de la revenue du Gabon, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba ne peut se limiter à la conservation stricto sensu des acquis d'une catégorie de citoyens, mais plutôt viser le dépassement des habitudes et privilèges qui ne permettent pas de sortir le pays des difficultés auxquelles il est confronté. Selon le PDG, ces décisions ont été prises après analyse profonde de la situation de notre pays. D'où l'intérêt pour les Gabonais de les soutenir. Très chers camarades, chers compatriotes, l'ensemble des Gabonais doit adhérer à cet engagement du président de la République, chef d'État, en privilégiant l'intérêt général, comme il a su le faire en d'autres temps. Le PDG veut rassurer. Il demande au gouvernement une évaluation constante de la mise en œuvre de ces mesures et à plus de rigueur dans l'usage des économies budgétaires réalisées. L'action publique repensée dans une gouvernance adaptée au contexte économique et financier actuel doit être considérée comme une stratégie courageuse visant à écarter le risque d'une dégradation accrue de notre modèle social dans un avenir très proche. Aussi, le PDG appelle-t-il les Gabonaises et les Gabonais à un sursaut patriotique jamais égalé qui permettrait à notre pays de sortir des difficultés actuelles pour des lendemains meilleurs. L'appel à l'adhésion des Gabonais à l'engagement du président de la République intervient au moment où des voix s'élèvent contre ces mesures d'austérité. La Confédération syndicale dynamique unitaire annonce une assemblée générale le 11 juillet prochain. Les membres du syndicat n'acceptent pas d'être des victimes expiatoires de cette austérité imposée. Ils ne sont pas comptables, affirme-t-il, de la déviance gouvernementale et de la malgouvernance criminelle. 4 années à la tête du conseil municipal de la commune de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda a su redresser cette institution. Les chiffres parlent plutôt de même. Une seule difficulté reste cependant la non-application de la politique de décentralisation des collectivités locales. C'est du moins ce que nous rapporte Euphrem Biogo Edo dans cet élément que je vous invite à suivre. C'est un satisfait général partagé par le bureau du conseil et l'ensemble des conseillers municipaux de la commune de Libreville au sortir de la session ordinaire du conseil municipal relative à l'examen des comptes administratifs et de gestion exercice 2017, un budget adopté de l'ordre de 6 552 544 108 francs CFA, un sort de jugé positif, bien que celui-ci soit provisoire. Les grandes manœuvres orchestrées au sein de cette institution par Rose Christiane Osuka Raponda depuis 2014, date de son arrivée aux commandes de l'hôtel de ville, a permis la mise en place d'un budget lequel s'est avéré payant car excédentaire d'un montant de 3 538 620 500 francs CFA, lequel a été entièrement absorbé par le déficit budgétaire dont toute l'équipe municipale a hérité des mandatures précédentes. Idem pour les budgets 2015-2016 qui enregistrent des excédents. À ce jour, le compte de la commune de Libreville dans les livres du Trésor public est créditeur d'une somme de 25 234 391 167 francs CFA. La grosse inquiétude pour les collectivités locales reste focalisée sur la non-application de la loi sur la décentralisation. Conséquence de cette lourdeur administrative, l'autonomie proclamée aux collectivités locales a du mal à prendre forme, faute d'une réelle volonté politique des membres du gouvernement. De manière générale, les collectivités locales remplissent le rôle et les missions qui leur sont dévolues par rapport justement aux lois que vous, gouvernement central, avez prises
dans la loi sur la décentralisation, notamment la loi organique, la 1/2014 du 15 juin 2015. Parce que quand vous regardez la disposition générale de cette loi, les côtés locales ont une autonomie juridique et financière sans délai. Et il faudrait qu'on les mette en place par des tests d'application. Pour combien de temps encore ces collectivités locales vont devoir tirer le diable par la queue lorsqu'on sait que le train de vie des agents publics est sur le point de connaître une légère baisse à la demande des institutions financières internationales? La présidentielle au Mali est prévue pour le 29 juillet prochain et l'un des candidats à ce scrutin, le président de l'Union pour la République et la démocratie, Soumaïla Cissé, est à Libreville. Il a rencontré hier des Maliens vivant en terre gabonaise. Pierre Parfait, Badikoum. Les Maliens s'apprêtent à désigner leur futur président de la République lors du scrutin du 29 juillet prochain, date du premier tour de l'élection. Candidat à ce scrutin, le président de l'Union pour la République et la démocratie, URD, chef de file de l'opposition démocratique malienne, Soumaïla Cissé, est en terre gabonaise. Venu à la conquête des vrais électeurs, que sont notamment les Maliens de la diaspora. Le natif de Tombouctou s'est entretenu avec les membres de sa communauté au cours d'une rencontre organisée dans le 3e arrondissement de Libreville. Au Mali, l'homme politique aura connu tous les honneurs, sauf celui de président de la République. Depuis le départ d'Alpha Oumar Konaré en 2006, il aura été candidat à 2 élections présidentielles, notamment en 2002 et 2013, échouant chaque fois aux portes de Koulouba. À 69 ans, il est à la croisée des chemins. 2018 est pour lui l'année ou jamais où il doit l'emporter contre Ibeka. S'il ne l'emportait pas, il devrait tirer toutes les conséquences de cet énième échec. 3, c'est le chiffre rédhibitoire en politique pour laisser la place à plus jeune que soi. La Cour constitutionnelle du Mali a proclamé le samedi 30 juin dernier la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République. 17 personnes retenues pour le moment participeront au scrutin du 29 juillet prochain. La liste des candidats pourrait être revue à la hausse le 4 juillet, date de la proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Pour ce scrutin, les enjeux sécuritaires sont essentiels, mais ils sont aussi sociaux et économiques pour influer sur une situation où tout est lié. La crise du Nord et le rôle de l'armée malienne, la surcentralisation étatique, les déficiences de services publics et la corruption. Place à l'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron est arrivé à Nouakchott en Mauritanie au dernier jour du sommet de l'Union africaine, alors que la multiplication des attaques djihadistes au Sahel plane sur les débats. Reportage. Des blessés à l'hôpital de Gao. L'attaque de dimanche a fait 4 morts civils et des blessés, notamment des soldats français. Encore une fois, elle a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ce mouvement, formé en mars 2017 autour d'Iyad Agrali, est affilié à Al-Qaïda. L'attentat de Gao a été évoqué par Emmanuel Macron, qui s'est rendu à Nouakchott où se tient le sommet de l'Union africaine. Plusieurs militaires français ont été blessés. Ils sont en cours d'évacuation vers la France. Mais ce sont des civils maliens, des civils africains qui sont tués par le terrorisme et qui sont les premières victimes de ces barbares que nous combattons. Les djihadistes ont aussi tué 10 soldats nigériens ce week-end. Face à ces attaques, les dirigeants du G5 Sahel, qui est composé de la Mauritanie, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et du Mali, se désolent de leur manque de moyens. Dans cette mission-là, que pour la mise en place de cela, nous soyons là comme des mendiants qui tendent leur sébile, à parcourir le monde pour réunir 423 malheureux millions d'euros, pendant qu'un bombardement quotidien dans certaines zones vaut le milliard. C'est un non-sens. Le président tchadien Idriss Déby pointe du doigt l'absence de consensus à l'échelle internationale. La force G5 Sahel souffre en fait, disons, des moyens financiers et des moyens matériels. Et l'opérationnalisation du G5 Sahel souffre aussi, en fait, disons, de l'incompréhension au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ne veulent pas nous donner
un mandat robuste. La France soutient le G5 Sahel, notamment avec l'opération Barkhane, qui compte 4000 hommes dans toute la région. Avec la multiplication des attaques djihadistes, la question de l'enlisement des forces françaises se pose. Au début de l'année, le chef d'état-major des armées françaises avait déclaré que les problèmes du Mali ne pourraient pas être réglés avant 10 ou 15 ans. En France, cette fois-ci, le braqueur Redouane Faïd s'est évadé dimanche par hélicoptère de sa prison de Seine-et-Marne. C'est la deuxième fois que ce multirécidiviste parvient à s'extraire de la prison où il purge sa peine. Reportage. Redouane Faïd, multirécidiviste, que l'on voit sur ces images, vient donc une fois de plus de s'évader. Il y a 5 ans déjà, le 13 avril 2013, Redouane Faïd s'évade de façon spectaculaire de la prison de Sequedin, près de Lille, à l'aide d'explosifs et après avoir pris 4 personnes en otage grâce à un pistolet caché dans un sac de linge sale. Il fait sauter les portes une à une et avec des complices réussit à quitter la maison d'arrêt. Sa cavale va durer plus d'1 mois. L'homme purgeait une peine de 18 ans de réclusion pour avoir préparé un braquage d'un fourgon blindé dans le Pas-de-Calais en 2010. Un braquage qui se termine en drame. Aurélie Fouquet, policière de 26 ans, est tuée d'une balle dans la tête. Elle avait un fils de 14 mois. Redouane Faïd, qui aime que l'on parle de lui, avait publié un livre en 2010. Il sortait déjà de 10 ans de prison. La cavale appelle d'autres braquages, appelle d'autres coups, d'autres fréquentations, d'autres galères, d'autres dangers. Bien sûr. Donc c'est vraiment un engrenage. Aujourd'hui, vous dites c'est fini, quoi. Exactement. Ben, c'est fini surtout parce que tu aspires à d'autres choses. Ce n'est pas fini du tout à quelques mois du projet de braquage et de la mort d'Aurélie Fouquet. Aujourd'hui, l'avocat de la policière ne se montre pas étonné. Alors moi, je ne suis pas du tout surpris. Pas du tout surpris parce que j'en ai encore parlé la semaine dernière. Nous étions absolument certains que Redouane Faïd s'évaderait. Il n'avait aucune autre possibilité. Son caractère fait qu'il aurait tout fait pour s'évader de toute façon. La vie de Redouane Faïd est une succession d'attaques de banques, de fourgons, de bijouterie et d'évasions. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle page d'information. Au revoir.